Bienvenue Joanne pour cette troisième conférence de notre cycle de conférences sur l'eau. Alors on a souhaité, tout d'abord, lancer ce cycle de conférences sur ce printemps un petit peu, parce que en juin dernier, au même titre qu'on avait fait à l'hiver le plan de sobriété sur l'énergie, on a lancé en juin dernier un plan de sobriété sur l'eau. Et l'objectif, c'était effectivement de sensibiliser les habitants, de faire connaître, de pouvoir générer assez naturellement un processus d'économie d'eau, prendre l'importance de cette ressource et avoir, je dirais, adopté un certain nombre de bons gestes. Et on s'est dit, bon, on va bientôt arriver de nouveau au beau temps, on va de nouveau avoir besoin d'eau. Est-ce qu'on refait, je dirais, une communication plus institutionnelle et on met un petit coup sur notre plan de sobriété eau, ou est-ce que justement on prend de la hauteur, on va se balader sous la pluie et on l'a fait avec Auguste. Ensuite, on va découvrir l'eau sous l'océan. Et alors du coup, je n'ose pas dire votre prénom parce qu'à chaque fois, je me plante. Mais ouais, c'est Patrick, mais après, je me dis non, je me suis déjà plantée une fois, je vais me planter. Donc avec Patrick, on a pris le tuba, le masque et on a été voir l'eau. Et là, maintenant, on va passer dans un troisième univers, l'eau dans l'univers, justement. Donc je vais laisser Joanne se présenter. Alors Joanne, on a déjà fait des choses avec lui il y a quelques années. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui étaient avec nous. On avait fait une nuit des étoiles. Vous savez, nuit des étoiles, on éteint toutes les lumières. Un vrai sujet. On lève le nez et on va regarder toutes les étoiles. Alors on a fait ça dans le jardin de la ménagerie. C'était au printemps, je crois, enfin un truc comme ça à peu près. Et effectivement, on a tous vaincu un peu la peur d'être dans le noir complet et à découvrir effectivement beaucoup d'étoiles. Donc là, on va aller découvrir l'eau dans l'univers. Et puis après, à la fin, magnifique livre, l'eau dans l'univers. Donc vous pourrez avoir une petite dédicace. Mais bon, on va commencer par la conférence. Merci. Je me rappelle également en 2009, j'avais donné une conférence ici à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie, une conférence dédiée aux exoplanètes. Donc mon parcours en deux mots, après des études en astronomie à Toulouse et à l'Observatoire astronomique de Bordeaux, j'ai intégré en 2005 le planétarium du Palais de la Découverte, où je suis resté une dizaine d'années, et donc ça fait 10 ans que je travaille au département éducation et formation d'Univers Sciences. C'est l'établissement qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'industrie. On pourrait se demander quel est l'intérêt d'écrire un ouvrage sur l'eau dans l'univers. Je pense qu'il y a deux parties à cette réponse. La première partie, bien sûr, c'est que l'eau intrinsèquement est une molécule vraiment passionnante, qui intervient dans un nombre innombrable justement de réactions chimiques. Et deuxièmement, je vais vous faire travailler un peu. Est-ce que vous connaissez des exemples de milieux où la vie est florissante et où la lumière est absente? Les fonds océaniques, sur les dorsales médio-océaniques, on trouve ce qu'on appelle des fumeurs noirs. Donc là, il y a aucun photon d'origine solaire qui atteint une telle profondeur, et pourtant ce sont des lieux où la vie est florissante. Connaissez-vous des endroits où la vie est présente alors qu'il n'y a pas d'oxygène? Sous la terre, très profondément, où il y a quand même un petit peu d'oxygène. Il y a plein de milieux, Tout à fait, c'est un bon exemple. Les plus anciennes traces de vie sur Terre datent de 3,5-3,8 milliards d'années. Et on sait que l'oxygénation de notre atmosphère est intervenue aux alentours d'il y a 2 milliards d'années. Cela signifie que pendant 1,5 milliard d'années, la Terre a connu la présence de vie, et pourtant, l'atmosphère était dénuée ou quasiment dénuée
d'oxygène. Donc voilà 2 bonnes raisons pour écrire un ouvrage sur l'eau dans l'univers. Cette eau, elle est universelle, au sens où on la trouve partout dans l'univers. Sur Terre, bien évidemment, c'est une évidence, mais également à travers tout le système solaire, dans le milieu interstellaire, et même jusqu'à la surface des étoiles. Et oui, on a trouvé de l'eau sur le Soleil, aussi incroyable que cela paraisse. Donc ce que je me propose de faire durant cette conférence, c'est de faire le point avec vous sur les dernières connaissances en matière d'eau, les dernières découvertes. L'ubiquité de l'eau ne doit pas vous étonner. Après tout, les atomes qui constituent une molécule d'eau, l'hydrogène et l'oxygène, sont respectivement premier et troisième dans l'ordre d'abondance des éléments dans l'univers. Ainsi, la molécule d'eau est la 3e molécule la plus abondante dans notre galaxie, la Voie lactée. Après de mémoire, le dihydrogène et le monoxyde de carbone. Autant l'eau, on en trouve autant qu'on veut dans l'univers, sous forme de glace, sous forme de vapeur, mais il y a un point très important sur lequel j'aimerais insister tout de suite, c'est que la forme de l'eau liquide est extrêmement rare, car elle requiert impérativement la présence de conditions bien particulières de pression et de température. D'un point de vue historique, c'est sur Mars qu'on a d'abord cherché l'eau, qu'on l'a trouvée, un Mars qui est le sujet de fantasmes depuis de nombreux siècles. En 1659, le premier astronome à avoir des détails sur la planète rouge, c'était l'astronome et physicien, immense astronome et physicien néerlandais, Christian Huygens. Donc, il voit que la surface de Mars n'est pas homogène, il y a une tache sombre. Ça lui permet de mesurer la période de rotation de la planète, donc la durée du jour, qu'il trouve à peu près égale à 24 heures. Et en 1672, profitant d'un rapprochement serré entre Mars et la Terre, ce qu'on appelle une opposition périhélique, il remarque, c'est le dessin de droite, à gauche c'était le dessin de 1659, à droite le dessin de 1672, il remarque en haut de la planète un petit point brillant. Bon, il se contente de noter sa présence. On sait maintenant qu'il a observé la calotte australe de la planète. C'est bizarre ça, je vous dis austral alors que le point est en haut. Ah oui, une lunette astronomique, ça inverse les images, contrairement au télescope. Donc à la fin du XVIIIe siècle, un autre grand astronome britannique d'origine allemande, William Herschel, a proposé que ce petit point, c'était une calotte polaire faite de glace, de neige, qui s'étendait et rétrécissait au fil des saisons. Au début du XIXe siècle, sous l'impulsion, on va dire, d'un industriel, même jusqu'au début du XXe siècle, sous l'impulsion d'un industriel et astronome amateur nommé Percival Lowell, on a cru que la planète rouge était habitée. Mais Percival Lowell était convaincu d'une chose, c'est qu'il existait une civilisation sur Mars qui jadis était très brillante et qui maintenant était sur le déclin. Et cette civilisation luttait désespérément contre le déclin en amenant par un système de canaux l'eau des régions polaires jusqu'à l'équateur. Ces canaux, maintenant on le sait, ils n'existent pas. Simplement, à l'époque, on va dire au XIXe siècle, début XXe siècle, eh bien, pour avoir une bonne image de Mars, on poussait vraiment les instruments à leurs limites. Et en plus, les gens qui voulaient voir des canaux, eh bien, forcément, ils les voyaient, puisqu'on était vraiment à la limite de visibilité. Bon. Tout de suite, les astronomes ont émis de sérieuses réserves sur l'existence de ces canaux et même sur l'existence d'eau sur Mars, parce que les conditions de pression et de température n'étaient pas compatibles avec la présence d'eau liquide. Et surtout, l'eau restait indétectable. La vapeur d'eau ne sera détectée sur Mars qu'en 1963. Le premier composé atmosphérique découvert sur Mars fut le dioxyde de carbone. Il fut découvert par un autre grand astronome néerlandais, M. Kuiper, qui a donné son nom à une ceinture d'astéroïdes située loin dans le système solaire. Maintenant, on le sait, les calottes polaires martiennes sont principalement composées de glace de dioxyde de carbone. Mais quand même, au niveau du pôle Nord, il reste pendant l'été
une mince couche de glace d'eau, et on sait qu'au pôle sud, eh bien, vous avez un socle de glace d'eau sur lequel repose une couche permanente de dioxyde de carbone. Donc dans le système solaire, on va dire que Mars taille vraiment la part du lion, et le débat qui avait lieu sur une forme de vie évoluée sur Mars a pris fin, mais en était-il encore besoin en 1965, avec les premières photos rapprochées de la planète rouge, réalisées par la sonde américaine Mariner 4, qui ont dévoilé vraiment un paysage extrêmement ancien, extrêmement cratérisé, où l'eau liquide n'avait sans doute pas joué de rôle érosif depuis plusieurs milliards d'années. À partir des années 50, 60, on a diversifié notre connaissance de l'eau dans le système solaire. On l'a cherchée puis trouvée à la surface des satellites glacés de Jupiter, Europe, Ganymède, Callisto. On a découvert également cette eau dans les anneaux de Saturne. Et c'est dans les années 80-90 qu'on a pu comprendre que l'intuition géniale d'un autre astronome appelé Fred Whipple, dans les années 50, il avait fait un modèle de ces comètes. Il les avait appelées des boules de neige sale, derrière les longues et majestueuses queues de gaz et de poussière. Il avait estimé qu'il devait y avoir un noyau de quelques kilomètres, noyau composé de glace d'eau, d'autres glaces et de poussière. Donc c'est en se rendant à proximité de noyaux de comètes, comme par exemple la comète de Halley, ou en détectant l'eau à distance, qu'on a pu montrer qu'effectivement, une comète, le noyau de la comète était constitué essentiellement de glace d'eau. À partir des années 60, on a découvert également de l'eau dans notre galaxie, dans des zones de formation d'étoiles. En 1977 a eu lieu la première détection d'une eau en dehors de notre galaxie, la Voie lactée. Et 3 décennies plus tard, eh bien, on commence à sonder l'eau jusqu'aux frontières de l'univers. Alors cette eau, vous savez, elle a pour formule chimique H2O. H2O. Et ça, on le sait depuis la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Grâce à des travaux fondateurs de grands chimistes, on a par exemple Henry Cavendish, qui le premier a réalisé la synthèse explosive de l'eau en faisant exploser un mélange d'hydrogène et d'air. Ici, vous voyez... Oh, vous le reconnaissez, celui-là, sans doute. J'ai cru l'entendre. Ce monsieur qui a été guillotiné en 1794. Il y en a eu plein. Lavoisier. Tout à fait. Lavoisier qu'on voit ici en compagnie de sa femme, hein, qui fut une grande traductrice, une grande illustratrice, qui a aidé considérablement son mari dans ses travaux. Donc Lavoisier, il fait l'opération l'inverse de Cavendish. Cavendish avait fait la synthèse de l'eau, et lui, justement, fait l'inverse et décompose l'eau en hydrogène et en oxygène. Et enfin, 2 autres figures marquantes dans la recherche de la structure de l'eau, Gay-Lussac et ici Alexander Humboldt, qui ont montré que dans l'eau, vous aviez 2 volumes d'hydrogène et 1 volume d'oxygène. C'est ce qu'on a par l'intermédiaire de la formule synthétique H2O. La voici, cette molécule d'eau. Une représentation parmi d'autres. Donc, en rouge, l'atome d'oxygène et les 2 boules blanches, ce sont les 2 atomes d'hydrogène. Vous voyez que la molécule d'eau n'est pas linéaire, elle est coudée. L'angle est un peu supérieur à l'angle droit, vaut 104 degrés environ. La distance qui sépare, par exemple, l'atome d'hydrogène de l'atome de l'oxygène, c'est 95 picomètres. Alors le picomètre, qu'est-ce que c'est? Vous avez 1 mètre, vous le divisez en 1000 parties, vous avez 1000 millimètres. Vous prenez 1 millimètre, vous le divisez en 1000 parties, ça vous donne micromètre. 1 micromètre. Après, vous divisez votre micromètre en 1000, vous avez nanomètre, et vous divisez ce nanomètre en 1000 parties égales, vous obtenez 1000 picomètres. 1 picomètre, c'est 1 millième de milliardième de mètre. Donc c'est pas grand-chose. Hein. Donc la distance qui sépare les atomes d'oxygène et d'hydrogène, 95 picomètres, à peu près 0,1 nanomètre pour donner une idée d'ordre de grandeur. 1 nanomètre par seconde, c'est la vitesse dont poussent vos ongles.
C'est pas très bon. Alors, que vous dire d'autre sur cette molécule d'eau? Que les liaisons qui assurent la stabilité de la molécule d'eau sont de type covalente, on les appelle ainsi. Elles résultent d'une mise en commun des électrons de l'oxygène et des deux atomes d'hydrogène. Sauf que l'atome d'oxygène n'est pas prêteur. Il tire toujours la couverture à lui et il va garder les électrons plus près de lui. Autrement dit, il va s'entourer, c'est ce qu'on voit en rouge, d'une légère charge négative. Alors que les hydrogènes vont s'entourer, eux, d'une légère charge positive. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi on dit que la molécule d'eau est polaire. Imaginez que vous mettiez en présence de molécules d'eau d'autres molécules polaires. Il va y avoir des interactions d'origine électrostatique entre, par exemple, les charges partielles négatives portées par cette autre molécule polaire et les charges négatives portées par les atomes d'hydrogène de la molécule d'eau. Cela va avoir pour conséquence que l'eau est un excellent solvant. Excellent solvant pour les molécules polaires. Quand je dis molécules polaires, ça peut être par exemple les alcools. Par contre, pour tout ce qui est molécules apolaires, comme par exemple les hydrocarbures, les graisses, l'eau n'est pas du tout un bon solvant. On le sait, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Ces interactions entre les atomes qui portent une charge négative, d'autres atomes qui portent une charge positive, évidemment, ça va s'appliquer aussi à l'eau elle-même. Et vont se mettre en place des liaisons attractives, au moins fortes que les liaisons covalentes, à peu près 20 fois moins énergétiques, mais qui vont être tellement importantes qu'on leur a donné un nom. On les appelle les liaisons hydrogènes. Elles vont être à l'origine des propriétés fantastiques de l'eau. En voici rassemblées quelques-unes. Parce que pour casser les liaisons hydrogènes, il faut bien sûr apporter de l'énergie. Donc l'eau possède un point d'ébullition étonnamment élevé. Sous un bar, cette température d'ébullition est de 100 degrés. Il faut apporter beaucoup d'énergie pour que cette eau liquide, vous arriviez à casser les liaisons d'hydrogène qui se trouvent dedans, et ainsi l'eau puisse être portée à ébullition, c'est pas pour complètement. 100 degrés, donc, on a fait des calculs. Si on négligeait, si on enlevait ces liaisons hydrogènes, eh bien, le point d'ébullition de l'eau serait vers les moins 90, moins 100 degrés. Cela signifie pour avoir de l'eau liquide, eh bien, il faudrait avoir une eau à moins 100, moins 110, moins 120 degrés. Évidemment, les réactions chimiques, surtout les réactions typiques du milieu gluant, à moins 120 degrés, n'iraient pas très vite. Propriété très importante de l'eau, grâce aux liaisons hydrogènes. Et la vie dit merci l'eau, bien sûr, c'est ce point d'ébullition élevé. Ensuite, l'eau possède une capacité thermique importante. La capacité thermique, c'est la quantité d'énergie qu'il faut fournir, par exemple, à 1 gramme d'eau, pour voir sa température augmenter de 1 degré. Eh bien, la Terre lui sert à profit pour un peu niveler les différences de température, pareil dans notre corps. Cette eau, elle possède également une enthalpie de vaporisation énorme. L'enthalpie de vaporisation, c'est la quantité d'énergie qu'il faut fournir à nouveau à 1 gramme d'eau liquide pour la faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et ça, notre corps le met à profit par l'intermédiaire de la transpiration. Pour évacuer notre chaleur, on fait passer l'eau liquide à l'état de vapeur. Ça enlève énormément d'énergie, ça permet de diminuer notre température. Donc cette eau, elle possède aussi un grand pouvoir de cohésion, encore une fois une conséquence des liaisons d'hydrogène, et une très forte adhérence entre elle et, par exemple, la paroi des tissus végétaux. Intérêt pour la vie, la sève peut monter plus facilement dans l'arbre, malgré la gravité. Autre propriété intéressante, c'est une tension superficielle importante. Vous savez, la tension superficielle, c'est quand on voit des petites bébêtes là, dans les mares qui semblent marcher, entre guillemets, sur l'eau. C'est cette tension superficielle de l'eau qui les empêche, ces petites bébêtes, de couler.
L'intérêt pour le corps, eh bien, c'est qu'une cellule, avec une surface donnée, peut emmagasiner une plus grande quantité d'eau. Sans cette cellule, le casse. Et enfin, propriété que l'eau partage avec quelques très rares corps, comme de mémoire le bismuth, l'antimoine, le plutonium, c'est qu'elle possède une densité plus faible à l'état solide qu'à l'état liquide. Ça, c'est presque exceptionnel. L'eau se dilate quand elle gèle. On a tellement l'habitude de ça, on n'y fait plus attention. Vous mettez une bouteille d'eau au congélateur, quand vous la ressortez quelques heures plus tard, si c'était du plastique, la bouteille d'eau, elle a craqué. Et c'est une propriété qui est due à nouveau aux liaisons hydrogènes, et tout à fait exceptionnelle, cette propriété. Intéressons-nous maintenant à ce que l'on appelle le diagramme de phase de l'eau. Allez, c'est peut-être la diapositive la plus complexe de cet exposé, cette conférence. Le diagramme de l'eau, le voici. De manière horizontale, en abscisse, on a la température. En ordonnée, vous avez la pression, testons ce laser qui marche parfaitement. Donc température ici, pression là. Et on a montré ici les domaines de stabilité de la phase de l'eau considérée. Par exemple là, à basse pression, la vapeur est stable. Si vous mettez un verre d'eau, dans ces conditions-là, verre d'eau liquide va devenir vapeur. Si au contraire, vous placez votre verre d'eau dans ces conditions-là, basse température et pression plus ou moins forte, va devenir de la glace. Et le liquide, c'est ici. Les trois phases coexistent, comme pour tout corps simple, à ce qu'on appelle le point triple, qui est défini par des coordonnées, vous voyez presque 0 degré Celsius, et une pression très basse. 6 hectopascales environ. Quelle est la pression sur Terre en hectopascales? 100 000. Oui, 1000 à peu près. Donc la pression normale, c'est 1013,25. Donc on est à peu près à 1000 hectopascales. Ici, vous êtes à 6 hectopascales, donc la pression est très basse. On définit également un point critique au-delà duquel il n'y a plus vraiment de différence entre les phases liquides et vapeur. Si vous êtes quelque part par là, vous descendez, votre liquide, enfin plutôt votre fluide va avoir quelques aspects de la vapeur, un peu du liquide, etc. Alors, que vous dire sur ce diagramme? Sur Mars, la pression actuelle est de 6 hectopascales. Mars. Ah! Oh non, j'ai gâché. J'ai tout gâché. Vous n'avez rien vu. Bon, très bien. La pression de Mars est à peu près là. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau liquide sur Mars actuellement? Eh non, la pression n'est pas assez forte. Soit vous avez de la glace, soit de la vapeur d'eau. Bon, si vous avez de l'eau liquide sur Mars, par concours de circonstances, très rapidement, elle va se transformer en fonction de la température, soit en vapeur, soit en glace. Donc pas d'eau liquide sur Mars actuellement, et ça nous montre bien que pour avoir de l'eau liquide, il faut une certaine pression. Il faut être dans une atmosphère assez dense. Que vous dire d'autre? Ah oui, ça c'est important. La frontière entre la glace et le liquide. Vous avez dit tout à l'heure que la glace d'eau était moins dense que la forme liquide d'eau. Et bien ça se traduit ici par le fait que cette pente, elle est très légèrement négative. Vous voyez? C'est comme ça. J'exagère un peu. Pour quasiment toutes les autres substances, la pente est positive. Alors ça aura plusieurs implications, dont le patinage sur glace et le ski. Croyez-moi. Alors, par exemple, plaçons-nous, comme à l'heure actuelle, à une pression normale, on va dire 1 bar. On est quelque part par là. On tape ici. À quelle température la glace devient-elle liquide sur Terre? 0,2. Très bien. Ah, on aboutit à la phase vapeur, à une température de 100 degrés. Très bien. Montons sur l'Everest. On est très haut, presque à 9 km au-dessus du niveau de la mer. La pression est plus basse. Donc tout à l'heure, la pression était là.
Là, je vais descendre un petit peu. Ah, je passe à l'état de vapeur. Est-ce qu'on aura encore 100 degrés ici? Non, un peu moins. En fait, on aura quelque chose de l'ordre de 70 degrés. Au sommet de l'Everest, l'eau bout à 70 degrés. D'où la fameuse boutade, on ne peut pas faire cuire ses pâtes au sommet de l'Everest. Jamais essayé. Inversement, prenons, quel drôle d'idée, dans une cocotte minute. La pression, quand tout est bien fermé, chauffe, la pression monte. On va être à quelque part, je ne sais pas, mon bras en tête. On va être plus haut. Ah, on va passer à l'état vapeur plus tard, vers 120, 130 degrés. Voilà pourquoi ça cuit aussi bien dans une cocotte minute. Parce que la température est beaucoup plus élevée que l'eau, simplement, n'atteint pas encore l'état de vapeur, elle reste à l'état liquide. Alors revenons au ski. Vous faites du ski bien gaiement. Vous êtes allé toujours à un bar, c'est grosso modo, on est quelque part par ici, vous êtes sur la glace. Vous avez vos skis au pied. Ou vous faites du patinage sur glace. Vous êtes sur la lame du patin, toute fine. Évidemment, tout votre poids va s'exercer sur cette surface très petite. La pression va être énorme. Donc vous êtes là-dessus, et hop, vous montez, vous montez, vous montez en pression. Tiens, tiens, tiens. Ça devient liquide. Voilà pourquoi on glisse aussi bien dans une patinoire. C'est parce que sous vos patins, vous avez une très fine couche d'eau liquide sur laquelle vous glissez avec plus ou moins de grâce. Sur Mars, peut-on faire du ski, peut-on faire du patinage? Sur Mars, je vous l'ai dit. Pardon? Sur Mars, beaucoup de dioxyde de carbone, il y a même de la glace de dioxyde de carbone. Sur Mars, si vous faisiez le diagramme de phase du dioxyde de carbone, la pente ici ne serait plus négative mais positive. Donc vous êtes toujours là, imaginez qu'il y a une pente positive, vous mettez vos patins, vous n'arrivez pas à croiser la portion liquide pour le dioxyde de carbone, parce que la glace de dioxyde de carbone est plus dense que le dioxyde de carbone liquide. Donc, on ne pourra pas avoir de Jeux olympiques avec des épreuves de patinage sur glace sur Mars. Voilà, je pense que c'est un point important de cette conférence. Petit aparté, revenons sur Terre. La fonte de la banquise, est-ce que ça fait monter le niveau de l'eau? Vous avez tout à fait raison. C'est très contre-intuitif, mais la fonte de la banquise. Qu'est-ce que la banquise? C'est de l'eau de mer gelée. Vous pouvez faire cette expérience. Bon, désolé, le dessin est moche, j'ai essayé de le faire, je n'ai pas doué pour ça. Vous mettez un glaçon dans un verre vide, vous le remplissez d'eau jusqu'à ce que l'eau soit vraiment à l'extrême limite du verre. Vous attendez. On pourrait se dire, bon, le glaçon va fondre, et puis ça va déborder. Pas du tout. En fait, l'eau voit son niveau, elle n'est pas bougé du tout. Donc quand la banquise fond sur Terre, ça ne fait pas du tout monter le niveau des océans. Alors qu'est-ce qui fait monter le niveau des océans si ce n'est pas la fonte de la banquise? J'ai deux réponses en avant. Monsieur? Les calottes polaires, tout à fait. La calotte que l'on trouve par exemple sur le Groenland, qui ne touche pas l'eau, qui est au-dessus, qui est posée sur un socle rocheux. La calotte, l'Inlandsis, je crois qu'on appelle ça, sur l'Antarctique. Les glaciers, que ce soit en Islande par exemple. Si là, évidemment, tout se met à fondre, le niveau de la mer va augmenter. On estime que la fonte de toutes ces calottes entraînerait une augmentation du niveau de la mer d'environ 90 mètres. Alors, le niveau moyen de l'eau, mesuré par les satellites, augmente bien, en moyenne de 3,3, je crois que c'est en train d'accélérer, millimètres par an. Vous voyez ici la précision incroyable des mesures. Je crois que c'est des mesures qui ont été faites par le satellite Topex Poséidon. Vous voyez, début des années 90, on a un niveau de référence 0. Et assez régulièrement, eh bien, ce niveau augmente. Cette augmentation est due à deux facteurs. Le premier, eh bien, ceux dont je viens de parler, la fonte des glaciers, la fonte des calottes polaires. Et l'autre facteur, c'est la dilatation thermique de l'eau. Puisqu'il fait plus chaud, l'eau
voit son volume augmenter. Bien, nous avons vu dans cette première partie les propriétés physiques et chimiques de l'eau, quelques-unes de ces propriétés. Mais cette eau, comment est-ce qu'on fait pour la détecter à distance? Je vais vous présenter deux méthodes. Ah mince, tout à l'heure j'avais dit que j'étais déjà passé sur la diapositive la plus complexe. Peut-être vous ai-je menti par omission, c'est pas volontaire. C'est ça. Oh. Ah oui, la spectroscopie à neutrons et la spectroscopie gamma. C'est une technique qui marche très très bien pour les astres dénués ou quasiment dénués d'atmosphère. En connaissez-vous? Des astres sans atmosphère. La Lune, la planète Mercure, les astéroïdes, en majorité gravitent entre Mars et Jupiter. Ces corps-là, on met autour de des sondes, et grâce à un mécanisme physique que je vais maintenant vous présenter, on peut en déduire à distance, depuis l'orbite, la quantité d'eau présente dans le premier mètre, sous la surface de l'astéroïde. Alors, tous ces corps sans atmosphère, ou quasiment sans atmosphère, sont bombardés en permanence par des rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques, ce sont principalement des protons, des noyaux d'hélium, des électrons. D'où proviennent-ils? Une partie du Soleil et une autre partie de notre propre galaxie, voire de l'espace intergalactique. Donc ces rayons cosmiques arrivent. Paf! Et je me trompe de bouton. Une fois de plus, le laser, c'est celui-là. Un rayon cosmique arrive, paf. Il entre en collision avec le matériau qui, en réponse, va émettre des neutrons qu'on qualifie de rapides parce qu'ils sont très rapides. Plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde, quand même. Et ces neutrons rapides vont être ralentis. Certains, pas du tout, poum, ils vont partir directement, pourront être détectés par une sonde spatiale, et d'autres, au contraire, vont être ralentis, modérés. Et un des meilleurs ralentisseurs qui existent, c'est l'atome d'hydrogène présent dans la molécule d'eau. Autrement dit, avec votre sonde spatiale, vous mesurez la quantité de neutrons rapides, vous mesurez la quantité de neutrons qui est beaucoup moins rapide, et de là, vous pouvez en déduire la quantité de matériaux ralentisseurs et donc d'eau présente sous la surface. Cette méthode, ça marche bien jusqu'à peu près 1 mètre de profondeur. Revenons à notre matériau là, qui vient d'être tapé par les neutrons rapides. Non, qui vient d'être tapé par les rayons cosmiques et qui émet en retour des neutrons rapides. Ces neutrons rapides vont taper d'autres matériaux, d'autres éléments qui, au sens quantique, vont être excités et ils vont se désexciter en émettant un rayonnement extrêmement énergétique des rayons gamma. C'est de la lumière, hein, le rayon gamma. Sauf que pour un atome donné, on aura un rayon gamma donné. Par exemple, dans le cas de l'hydrogène, le rayon gamma émis va posséder une énergie extrêmement précise. Donc là aussi, c'est la spectroscopie gamma. En mesurant la quantité des différents rayons gamma de différentes énergies, on peut en déduire là aussi la nature. Comme les neutrons interagissent plus avec la matière, les rayons gamma interagissent plus avec la matière environnante que les neutrons. Là, on sera sensible dans les premiers centimètres de la surface. Donc, cette méthode nous donne la quantité d'eau contenue, on va dire, dans le premier mètre sous la surface. La spectroscopie à neutrons et la spectroscopie gamma nous donnent vraiment la couche superficielle, combien d'eau contient-elle. Ça permet de savoir si l'eau elle est bien mélangée dans le sous-sol ou si au contraire c'est un processus uniquement surfacique qui aurait créé une très fine couche d'eau. Donc cette méthode, on en parle assez peu en général. Elle fonctionne très bien pour les corps de notre système solaire qui ont reçu la visite de sondes spatiales, corps sans atmosphère. La méthode qui a fait ses preuves depuis bien plus longtemps et que beaucoup de gens connaissent, c'est une méthode de spectroscopie plus traditionnelle. Bon, on a toutes et tous déjà vu des arcs-en-ciel, hein, avec les petites gouttelettes d'eau qui dispersent dans toutes les directions la lumière blanche du soleil,
qui la décompose en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut faire ça également avec un prisme, ou alors avec ici un réseau de diffraction. Je me rappelle avoir fait ça au collège ou au lycée. Ça donne ces jolis arcs-en-ciel. Et on s'aperçoit que la lumière, le spectre, donc la décomposition de la lumière émise par un corps, va posséder des caractéristiques qui sont vraiment en fonction de la composition chimique de ce corps. Ce sont les lois de Kirchhoff, 1860. Imaginez que vous avez une source de spectre continu. Ça peut être un solide, un liquide ou un gaz à haute pression. Ce corps va émettre un spectre continu. Inversement, si vous avez un nuage de gaz peu dense, lui va émettre un spectre d'émission avec des raies, ici situées, vraiment à des endroits très particuliers. Et à chaque gaz, vous aurez un spectre d'émission donné. On mélange les deux cas, une source de spectre continu, s'interposant entre cette source de spectre continu et nous, le nuage de gaz, et on obtient un spectre d'absorption. Et vous voyez, il y a complémentarité exacte des deux spectres. Donc pour l'eau, on peut obtenir des spectres comme ceci, grâce à cette méthode, qui vont se situer non pas dans le domaine visible, mais plutôt dans l'ultraviolet, voire même l'ultraviolet extrême. On est très proche des rayons X. Alors est-ce qu'on est condamné à envoyer des satellites dans l'espace pour observer la molécule d'eau, satellites qui seraient sensibles au rayonnement ultraviolet? Non, car la nature nous aide. Et la mécanique quantique permet de comprendre ce qui se passe. Les molécules possèdent des spectres beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches, je dirais, que les atomes. En effet, la molécule d'eau est susceptible de vibrer. Elle ne le fait pas n'importe comment. La mécanique quantique nous enseigne que ces vibrations vont être quantifiées et vont donner lieu à des absorptions ou à des émissions vraiment dans des domaines de longueur d'onde bien particuliers. Donc la molécule d'eau subit 3 modes de vibration. Ici, une mode d'élongation symétrique. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait des haltères, qui est associé à une absorption ou à une émission à 2,8 micromètres. Dans quel domaine de longueur d'onde sommes-nous? Est-ce qu'on est encore dans le visible, là? 2,8 micromètres. Rappelez-vous vos cours. Oui. Le rayonnement visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres, autrement dit entre 0,4 et 0,8 micromètres. Donc là, on est un peu au-delà du spectre visible, on est dans l'infrarouge, presque l'infrarouge proche. Deuxième mode de vibration, le cisaillement, associé à une absorption ou à une émission à 6,3 micromètres, un peu moins énergétique, un peu plus loin dans le spectre. Et troisième mode, l'élongation asymétrique, voilà, à 2,7 micromètres. Oh, vous pouvez avoir des combinaisons entre tous ces modes. Chacun donne lieu à une absorption ou à une émission, en fonction des conditions physiques. Et donc, une certaine fréquence d'absorption ou d'émission. Vous pouvez avoir, par exemple, une absorption à 3 fois la fréquence de ce mode, plus 2 fois la fréquence de ce mode, ou 1 fois la fréquence de ce mode, plus 4 fois la fréquence de ce mode, etc. Mais ça reste quand même ces modes principaux, là, qui restent les plus intenses. La molécule d'eau ne se contente pas de vibrer. Elle peut tourner, alors que je donne ici les combinaisons de ces modes qu'on appelle normaux vont avoir pour conséquence des absorptions dans l'infrarouge et un petit peu dans le domaine visible. D'ailleurs, c'est ce qui donne la couleur à l'eau. L'eau est-elle totalement transparente? Pas tout à fait. Si vous avez un long tube d'eau, vous verrez qu'elle a une teinte légèrement bleue. Parfois, on dit la mer est bleue parce que le ciel s'y reflète. En fait, l'eau possède intrinsèquement une couleur bleue et cela est dû au spectre de vibration de l'eau. Voilà. Donc la molécule d'eau ne se contente pas de vibrer, elle tourne. Et ces rotations,
Quand je fais ça, évidemment, c'est au ralenti, hein. Normalement, le mouvement, c'est plusieurs milliards de fois par seconde. Ces rotations vont également être quantifiées et donner naissance à des absorptions ou à des émissions un petit peu plus loin dans le spectre électromagnétique, à des longueurs d'onde plus grandes, moins énergétiques. Donc ça va donner naissance à des absorptions dans l'infrarouge, dans le rayonnement submillimétrique. Hein, je donne, c'est juste pour que ça aille à votre connaissance. Rayonnement submillimétrique, micro-ondes et radio. Donc vous voyez, on a vraiment un panel extrêmement large de domaines de longueur d'onde où l'on peut détecter la molécule d'eau. Résumons-nous. Comment détecter l'eau? Autour des corps quasiment dénués d'atmosphère, les corps de notre système solaire, autour desquels, on peut envoyer des sondes. On peut utiliser la spectroscopie à neutrons, la spectroscopie gamma. Sinon, on utilise la spectroscopie dite classique, hein, de l'ultraviolet, 11 ondes radio. Et ce qui est très intéressant, c'est que les phases solides, liquides et gazeuses de l'eau ne présentent pas le même spectre. On peut discriminer la phase de l'eau grâce à leur spectre. Bien, armé de toutes ces connaissances, on va pouvoir enfin étudier ce qui se passe là-haut. L'eau des premiers âges. Dans la palote terne, voire lamentable constellation du Lynx, qui se trouve à côté de la Grande Ourse, mais vraiment il n'y a aucune étoile brillante là-dedans, se cache un astre dont la puissance défie l'énergie. C'est un quasar, c'est-à-dire un noyau de galaxies, au centre duquel vous auriez un trou noir supermassif de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Autour de ce trou noir s'est mis en place un disque qui tourne extrêmement vite, un peu comme dans le film Interstellar. Comme ça tourne très vite, il y a plein de frottements, et cela émet, c'est à la source d'une quantité invraisemblable d'énergie. C'est un quasar qui se situerait à 12 milliards d'années-lumière. Enfin, on le voit tel qu'il était il y a 12 milliards d'années. Là, on est vraiment aux confins de l'univers. Eh bien, on a détecté, grâce à la spectroscopie dans ce corps, une quantité de vapeur d'eau en émission, quantité de vapeur d'eau qui, si on arrivait à la concentrer pour donner de l'eau liquide, serait équivalente à 130 000 milliards de fois nos océans terrestres. Incroyable. Bon, il ne faut pas s'imaginer que cet objet est vraiment spécial, hein. En fait, la concentration en eau dans cet objet est assez proche de la concentration en eau qu'on trouve dans notre Voie lactée. Simplement, cet objet est énorme. Plus intéressant que ces faits bruts, c'est que, vous le savez, voir loin, en raison de la finitude de la lumière, c'est voir loin également dans le passé. Et d'avoir autant d'eau si peu de temps après le Big Bang, c'est assez étonnant. Parce que maintenant, on le sait, les atomes d'oxygène de la molécule d'eau ont été formés au sein de fourneaux, de fournaises stellaires que sont les étoiles géantes en fin de vie. Et là, peu de temps après la formation de l'univers, on avait, il semble, déjà de grandes quantités d'oxygène. Donc ça donne vraiment un timing très serré pour faire naître ces premières générations d'étoiles et ainsi donner naissance à l'oxygène qui sera incorporé dans les molécules d'eau. Alors de l'eau, on en trouve partout. On va se rapprocher de notre système solaire. Je vais passer sur les masers H2O, c'est moyennement intéressant. De l'eau sur les étoiles. S'il y a vraiment un endroit où on se figure que l'eau n'a rien à faire, c'est sur notre Soleil, par exemple, parce qu'il fait très chaud. Eh bien, on a découvert de l'eau par spectroscopie, grâce à la rotation de la molécule d'eau, sur notre Soleil. Alors voici le disque solaire. Connaissez-vous sa température moyenne en surface? À peu près 6000 degrés, oui, c'est ça, 5005, 6000. Donc là, 5005. Et parfois, on trouve des taches, avec beaucoup d'imagination, on les a appelées les taches solaires. Ce sont des régions à très fort champ magnétique, et ce champ magnétique bloque l'arrivée de la matière sous-jacente, donc elles sont un peu plus froides. Là, vous avez aux alentours de 3500 degrés. Évidemment, si j'avais une tache solaire dans la main, je ne serais pas là longtemps pour vous en parler, elle serait éblouissante. C'est juste par contraste qu'elle semble sombre. Ah, j'y arrive. Donc dans ces taches solaires,
À 3500 degrés, il existe des molécules d'eau, sous forme gazeuse, bien sûr. Intéressons-nous maintenant à notre système solaire. On est parti de très loin, on se rapproche. Alors, le système solaire se serait formé il y a un peu plus de 4 milliards d'années, à partir d'une gigantesque nébuleuse de gaz et de poussière, sous l'effet d'une perturbation extérieure, par exemple l'explosion d'une étoile ou le passage de cette nébuleuse dans un des bras de la Voie lactée. En tout cas, il y a une perturbation extérieure qui a très certainement forcé cette nébuleuse à s'effondrer sur elle-même. En s'effondrant, elle s'est mise à tourner plus vite et à devenir un disque protoplanétaire. Alors, comment se structure ce disque protoplanétaire? Au centre, vous avez le protosoleil. Là, il fait chaud. Vous n'allez avoir que des condensations du gaz qui vont donner des éléments qu'on appelle réfractaires, des silicates, du fer, mais pas de glace d'eau. Et au-delà d'une certaine limite, à peu près 2 à 3 fois la distance qui sépare actuellement le Soleil de la Terre, on a ce qu'on appelle la limite des glaces, au-delà de laquelle la glace d'eau peut condenser. Ça va être important pour comprendre notre système solaire actuel. Près du Soleil, sans doute de l'absence d'eau, très peu, et loin du Soleil, beaucoup plus d'eau. C'est ce qu'on retrouve. Effectivement, après, toutes ces petites particules vont s'assembler pour donner les planètes plus ou moins grandes du système solaire. Donc retenez ça, on s'attend à ce que près du Soleil, il y ait très peu d'eau et loin du Soleil, beaucoup plus. Ah, quelles sont belles celles-là. Les comètes qui nous viennent de plusieurs réservoirs très très lointains. La première image, c'est la comète Hale-Bopp. Peut-être certains d'entre vous ont eu la chance de l'observer, c'était en 1995. Je me rappelle, ma mère m'avait emmené, on habitait encore à Lille à cette époque-là, on était monté un petit peu, et cette comète était parfaitement visible en soirée, très spectaculaire. Et à droite, cette comète qui était visible en 2022, je crois que c'est un matricule, ZTFC/2022-3. Bon, bref, c'est pas très intéressant, elle n'a pas eu de nom, il me semble. Donc, on l'a vu, avec l'intuition de Fred Whipple dans les années 50, ces queues majestueuses de glace et de poussière cachent un noyau très sombre, composé essentiellement de glace d'eau. Des noyaux cométaires ont été visités à partir de 1986 et le passage de la comète de Halley. Oh, ici vous avez le noyau d'une comète qui est très connue. Vous arriveriez à me la dire? Tchouri, ouais, Churyumov-Gerasimenko. C'est ça qu'on appelle Tchouri, auquel la sonde Rosetta, la sonde européenne Rosetta, a rendu visite en 2014. Et ça ressemble à ça, le noyau d'une comète. Cet astre très poreux, très peu dense. Et on a réussi à faire une animation de la surface. On a pris plein de photos, on les a mis les unes derrière les autres, ça donne ça. Donc ça tourne en boucle. Donc la surface de la comète. Ici, vous voyez une zone active qui émet certainement plein de poussière et de gaz qu'on voit très loin. Derrière, là, ces points qui descendent, eh bien, ce sont simplement les étoiles en arrière-plan. On les voit descendre parce que la sonde suivait la rotation de la comète. Et bougeant là-dedans, vous avez des poussières et puis des petits glitches des appareils. Donc voilà, ces comètes extrêmement riches en eau. Leur chevelure est également très riche en eau. Au niveau des planètes géantes, alors, vous attendez-vous à ce qu'elles soient riches en eau ou pas? Les planètes géantes. Oui, elles sont très lointaines. Ici, Jupiter, 320 fois la masse de la Terre, Saturne et son somptueux système d'anneaux, on est à 95 fois la masse de la Terre, Uranus et sa sœur quasiment jumelle, Neptune. Uranus-Neptune, c'est 15 fois la masse de la Terre, une densité quand même assez élevée, ce qui fait qu'on suppose que dans leurs entrailles, vous avez un petit noyau de roches, de métaux, entouré par un énorme manteau de glace. Pas uniquement de la glace d'eau, également de la glace de méthane, de monoxyde de carbone et d'autres joyeusetés. Et en fait, ces planètes n'auraient qu'une petite coquille d'atmosphère, là, on va dire de 1 à 2 fois la masse
de la Terre, mais l'essentiel de leur masse serait contenu dans leur manteau, formé de glace. Les anneaux de Saturne, ils sont formés presque exclusivement de petits blocs de glace presque purs. Leur envergure est de 300 000 km. C'est vraiment une chose merveilleuse à observer à la lunette. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous le conseille, parce que c'est un des rares moments où on a l'impression d'avoir un certain relief. On voit les anneaux passer derrière la planète, c'est très émouvant. Donc on a découvert, dans la haute atmosphère de ces planètes, de l'eau sous forme de vapeur et de glace. Ça, c'était très bizarre. Parce que normalement, l'eau, elle vient de l'intérieur, et puis il fait tellement froid dans les atmosphères de ces planètes, on est loin du Soleil. Jupiter, on est à moins 150 degrés, Saturne, moins 180, moins 210, moins 220 degrés. Normalement, l'eau devrait littéralement condenser assez bas dans l'atmosphère, et le fait d'en trouver très haut dans l'atmosphère a intrigué les astronomes. En fait, on s'est aperçu que c'était un apport externe d'eau. Par exemple, dans le cas de Jupiter, on sait que cette planète, en 1994, a été percutée par une comète, la comète Shoemaker-Levy 9, qui a été cassée en une vingtaine de morceaux lors d'un passage précédent autour de Jupiter. Et ensuite, les morceaux, paf, 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 ils ont tapé la planète vers à peu près 40 degrés de latitude sud. Et c'est à ces latitudes-là qu'on s'est aperçu que la concentration en eau était la plus grande. Donc cette eau a été apportée par une comète dans la haute atmosphère de Jupiter. Dans le cas de Saturne, il faut faire intervenir des petites météorites et même de l'eau qui était mise en permanence par certains de ces satellites. On va y venir maintenant. Alors, je vous présente deux satellites des planètes géantes. Le premier s'appelle Europe. Il tourne autour de Jupiter. Il a été découvert par Galilée, début 1610. Alors, est-ce que vous voyez beaucoup de cratères, vous, là-dessus? Bah non, ça ressemble un peu à une boule de billard, presque lisse. Oh. En général, quand un corps est très cratérisé, c'est-à-dire que sa surface est extrêmement ancienne. Elle n'a pas connu de resurfaçage, etc. Là, on a une surface jeune. Jeune au sens géologique du terme. Pas plus de quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Donc on a une surface très jeune. Lorsqu'on fait des zooms sur Europe, par exemple, cette image a été envoyée par la sonde Galileo, qui s'est satellisée autour de la planète géante à partir de 1995. À quoi cela vous fait-il penser? Tout à fait, de la glace. On dirait des icebergs là, qui se sont détachés. Regardez là, cette ligne, elle est poursuivie ici. En tout cas, ça donne vraiment l'impression que ces morceaux se sont détachés, ont été portés par une sorte de fluide sous-jacent. D'où provient l'énergie pour mettre ces trucs en mouvement? Ça aussi, c'est étrange, parce qu'Europe, c'est un petit corps, plus petit que la Lune. La radioactivité qu'il contient, et qui, dans le cas de la Terre, permet, avec d'autres mécanismes, de maintenir une tectonique des plaques, le volcanisme, etc. Ce petit corps s'est refroidi très rapidement. Il n'était déjà pas bien chaud. Normalement, il devrait être complètement gelé. En fait, maintenant, on le sait. Europe a une orbite autour de Jupiter légèrement excentrique. Il n'est pas toujours à la même distance de la planète. Cette excentricité est maintenue à un niveau non nul par biais d'interactions gravitationnelles avec d'autres satellites, bref. Et Europe n'est pas toujours à la même distance, il va subir des effets de marée colossaux qui vont s'élever à une trentaine de mètres. Le sol sur Europe monte et descend d'une trentaine de mètres. Évidemment, tous ces mouvements vont donner lieu à de la friction, de la chaleur, qui va permettre à Europe de maintenir une certaine activité en surface. Dernier satellite sur lequel nous allons nous interroger, c'est Encelade. Encelade, petit corps de 500 km qui tourne autour de Saturne. Là aussi, une partie de la surface sans doute très jeune, ici, alors que celle-ci est très cratérisée, très ancienne, et on voit une espèce de rayures là qu'on a surnommées les rayures du Tigre. Je crois qu'elles portent le nom de lieux qui proviennent des 1001 nuits. Vous devez avoir Alexandrie, Bagdad, etc. J'ai oublié le nom des deux dernières. Et on a observé
de ces rayures sortir du matériel, comme ça fait comme des geysers, comme un volcanisme de glace. Puisqu'à titre d'exemple, la sonde Cassini, qui s'est satellisée autour de Saturne en 2004, est passée, par hasard, à l'époque on ne le savait pas, elle est passée dans un de ces panaches et a montré qu'elle était essentiellement composée, ce panache, de glace d'eau. Donc on peut imaginer un réservoir souterrain, là, sous une épaisse couche de glace de quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur, un réservoir d'eau liquide qui, grâce à différents mécanismes, serait mis sous pression et puis enverrait périodiquement de l'eau. Donc, y a-t-il de la vie sur ces satellites? On n'en sait rien. Ça serait peut-être un peu tiré par les cheveux. Il va faire assez froid là-dedans, même si l'eau est liquide, avec la pression, en fait, elle peut rester liquide à des températures plutôt basses. Il y a des projets un peu dingues, qui sont que des projets pour l'instant, hein, où on enverrait autour d'Europe, d'Encelade, et on ferait poser des espèces de foreuses qui arriveraient à creuser comme ça sur plusieurs dizaines de kilomètres quand même, et qui enverraient des sous-marins miniatures se balader dans les océans souterrains d'Encelade et d'Europe à la recherche de baleines extraterrestres. Bon, pourquoi pas. On termine sur les planètes telluriques. Mercure, voilà, elles sont à l'échelle là. La petite Mercure, toujours très proche du Soleil. Pas d'atmosphère. Côté jour, la température peut monter jusqu'à un affriolant 430 degrés. Et côté nuit, comme il n'y a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur, et en fait tous les petits cailloux de la surface se refroidissent très vite, la température plonge à moins 180 degrés. D'après vous, a-t-on trouvé de l'eau sur Mercure? Eh bien, grande surprise. Oui. En 1991, on a visé la planète avec un radiotélescope, je crois que c'était le radiotélescope d'Arecibo là, qui s'est effondré il y a 2-3 ans. Et il y a eu un écho extrêmement puissant en provenance des pôles. Et on a montré que c'était bien de l'eau sous forme de glace. Sans doute, cette eau n'était-elle pas présente depuis la formation de la planète? C'est certainement des petits météorites ou des comètes qui s'écrasent dans les régions polaires. Et dans ces zones où le soleil n'est jamais bien haut, et même au fond des cratères, dans des zones qui ne voient pas du tout le soleil, eh bien la glace peut s'accumuler. Deuxième planète par ordre de distance au soleil, c'est Vénus. Bon, ça, c'est pas l'aspect qu'on lui connaît habituellement, hein, parce que Vénus est toujours, sa surface est toujours masquée par une très épaisse couche nuageuse, composée de nuages d'acide sulfurique, entre autres. C'est gai, hein. Sur Vénus, il y a un colossal effet de serre qui maintient la température, côté jour comme côté nuit, à 460 degrés. C'est amusant, ça. On est plus loin du Soleil que Mercure, et pourtant il fait plus chaud. Bon, l'eau, a priori, il y en a très peu dans l'atmosphère. Enfin, il y en a très peu. La Terre, la planète bleue, que je vous présente ici, l'unique corps pour lequel on est sûr qu'il y a de l'eau sous ces 3 phases. La glace d'eau, l'eau liquide et la vapeur d'eau. Vous la voyez, la vapeur d'eau? Non, vous ne pouvez pas la voir. Elle est transparente. Elle ne le serait pas dans l'infrarouge, mais là, on ne la voit pas. L'eau sur Terre est quelque chose de très important, certes. D'après vous, la Terre est-elle une planète qui contient beaucoup d'eau? Oui? Oui? Non. Rapporté au volume, pas tant que ça en fait. La Terre est une planète plutôt sèche pour un astronome. Parce que la masse d'eau que contient notre planète, ça peut être tous les océans, tous les lacs, toute la glace d'eau, et même dans le manteau, même si on ne sait pas encore très bien combien il y a d'eau dans le manteau terrestre, c'est même pas 0,1% de la masse de la Terre. Pour affirmer sans vous faire taper dessus que la Terre est une planète sèche. À la différence, par exemple, des satellites Europe, Encelade, qui, eux, ont une masse d'eau qui peut aller jusqu'à 1/4 de leur masse. Donc voilà, si tous les océans, même toute l'eau de la Terre, étaient mis sous forme de sphère, ça serait là. Là, je crois que c'est l'eau douce. Et là, j'ai oublié,
c'est pas grave, c'est tout petit. Allez, on termine sur Mars. L'eau sur Mars. Vous savez que j'ai trouvé de l'eau sur Mars, moi. Eh ouais, regardez. Vous pouvez me jeter des tomates. Hein. J'ai toujours honte quand je fais ça. Pardon. Oh, n'ayez pas honte. Alors, Mars est une petite planète, 2 fois plus petite que la Terre. Elle est 50% plus éloignée du Soleil que nous. Il fait donc assez froid, en moyenne moins 60 degrés. Bon, ok, en plein été, à midi, au niveau de l'équateur, la température peut monter à 20 degrés. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Hein. Il n'y a pas vraiment d'atmosphère digne de ce nom qui maintienne la température à des niveaux agréables. Et la nuit, ça plonge. Alors, vous pouvez allègrement passer sous les moins 100 degrés. Donc elle est inclinée à peu près comme la Terre, ce qui donne naissance à la succession des saisons. C'est du programme de CM1, je crois. Donc cette petite planète, on en devine ici la calotte polaire boréale. Il y a une grande dichotomie sur Mars, dichotomie dans le sens où les terrains sont très différents dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous avez des hauts plateaux très cratérisés, très anciens dans l'hémisphère sud, alors que l'hémisphère nord, vous avez de grandes plaines, c'est plus bas, il y a beaucoup moins de cratères. Il y a de l'eau sur Mars. D'abord sous forme de vapeur. Évidemment, on ne la voit pas, mais lorsque les conditions s'y prêtent, quand il peut faire très froid, cette vapeur condense directement à la surface. Et vous voyez, là, ça donne du givre. Ça, c'est une photo qui nous a été envoyée en 1976, je crois, par la sonde américaine Viking. Cette vapeur d'eau condense également dans l'atmosphère, sous forme de cristaux de glace, qu'on voit ici sous la forme de nuages. Ça date de quelques années. C'était la mission américaine InSight qui a déposé un sismomètre à la surface de la planète qui a pu mesurer des tremblements de Mars et a permis d'en déduire la structure interne de la planète. Donc la vapeur d'eau martienne s'est réglée. Les calottes polaires, la glace. Il y a 2 calottes polaires sur Mars, au pôle nord, au pôle sud. Au pôle nord, c'est Planum boreum, au pôle sud, Planum australe. C'est impressionnant, hein ? Vous voyez ces structures-là, ces lignes ont été créées par le vent. Quant au sous-sol martien, on pense qu'il est gorgé de glace d'eau. Comment on le sait ? On étudie par exemple un type d'impact très particulier. On appelle ça un cratère à bord lobé. Vous voyez, ici, on a le cratère habituel. Et là, pour les cratères assez gros, qui ont vraiment creusé profondément, on voit apparaître ceci. Et ça laisse vraiment penser, vous savez, quand vous jetez un caillou fortement dans de la boue, ça donne à peu près cet aspect-là. Donc il y a beaucoup de glace d'eau sur Mars, dans le sous-sol. Dans le sous-sol, elle doit affleurer au niveau des pôles, puis être de plus en plus profonde, peut-être 300-400 mètres au niveau de l'équateur. On termine par une histoire de la planète Mars. Cette histoire est divisée en 3 périodes, le noachien, l'hespérien et l'amazonien. Comment on divise cette période, comment on divise l'histoire de Mars ? Eh bien, en fonction du taux de cratérisation. Car depuis le retour des échantillons lunaires dans les années 60 et 70, après les missions Apollo, on s'est aperçu que plus un terrain est ancien, plus il est cratérisé. Et plus les cratères sont gros, à nouveau, plus il est ancien. Donc, en observant la densité de cratères sur Mars, on peut en déduire, de manière relative, là je vous donne des âges, mais il faut prendre ça vraiment avec des pincettes. Pour être sûr de l'âge des terrains martiens, il faudra attendre des retours d'échantillons sur Terre, échantillons qu'on pourra étudier vraiment avec des grosses machines en laboratoire qui nous donneront l'âge de ces échantillons. Donc dans les zones de l'hémisphère sud, très cratérisées, on va dire de la formation de la planète jusqu'à il y a à peu près 3,7 milliards d'années, à prendre avec des pincettes, on a beaucoup d'indices qui laissent penser que de l'eau liquide a coulé en abondance. Regardez ici comme c'est beau. À quoi cela vous fait-il penser ? Des canaux, oui, un lit de rivière. On trouve beaucoup des choses comme ça. Ça ne se crée pas en quelques heures. Hein. Il faut du temps pour faire cette érosion. Ce qui prouve qu'à l'époque, vous aviez de l'eau liquide et qu'en plus, la minéralogie nous montre que cette eau n'était pas acide ou basique. Elle était
Elle avait un pH neutre, peut-être important pour la recherche de la vie. On voit également, au fond de cratères très anciens, ce qui ressemble à ces dépôts de sentiments, j'allais dire, non, de sédiments. Commence à devenir dur là. Si vous avez ça sur Terre, pour être sûr d'une chose, c'est que c'est un ancien lac, au fond duquel sont déposées la matière, matière sur matière. Alors attention, sur Mars, il ne faut pas oublier que depuis sans doute 3 milliards d'années, il ne s'est pas passé grand-chose, et l'action du vent, de l'érosion éolienne, pendant 3 milliards d'années, ça peut peut-être donner des surprises. Et je vous ai parlé de la minéralogie, effectivement. Beaucoup de minéraux qu'on rencontre dans les parties les plus anciennes de Mars n'ont pu être formés qu'en présence d'eau liquide de manière pérenne. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mars actuellement peut-elle soutenir l'existence d'eau liquide? Non, ou alors de manière extrêmement temporaire. L'eau liquide n'est pas stable. Pour avoir de l'eau liquide sur des longues périodes, cela signifie que l'atmosphère martienne devait être beaucoup plus dense, beaucoup plus épaisse qu'actuellement. Mais qu'est devenue cette atmosphère? Mars est une petite planète. Elle n'a pu maintenir les mouvements dans son manteau que pendant quelques centaines de millions d'années. Et les mouvements de matière, comme ça, comme dans le manteau terrestre, cette matière conductrice qui se met en mouvement, ça donne naissance à un champ magnétique. Et oui, la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre qui la protège, qui empêche son atmosphère d'être détruite, entre guillemets, en tout cas sérieusement menacée par le vent solaire et par d'autres particules émises par le Soleil. Donc, Mars était petite, elle n'a pas pu avoir de champ magnétique pendant très longtemps. Et une fois que son champ magnétique a disparu, et bien là, le Soleil a pu s'en donner à cœur joie et a fait disparaître progressivement de l'atmosphère pour n'en laisser actuellement qu'un petit souvenir. Voilà, et donc qu'est devenue l'eau martienne? Eh bien, une grande partie est sans doute partie dans l'espace, pendant que l'autre est devenue de la glace dans le sous-sol. L'énigme des carbonates manquants, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ah oui, vous aviez certainement grande quantité d'eau liquide, beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Eau liquide, dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau, une partie, et va, avec des espèces minérales présentes dans l'eau, va former des minéraux, des carbonates. Il devrait en avoir plein sur Mars, de carbonates, si nos hypothèses se révèlent exactes. Or, les carbonates, on en détecte très très peu. Vraiment peu. Alors, est-ce que ça veut dire que ce scénario n'est pas exact? Est-ce que ça veut dire que les carbonates se sont bien formés, mais ils ont été enfouis? Ou alors, un peu plus tard, ils ont été détruits, littéralement et chimiquement, par un épisode volcanique. Pour l'instant, ce sont encore des hypothèses. Deuxième période de la vie de Mars, toujours grâce au comptage des cratères, l'Hespérien, qui aurait commencé il y a 3,7 milliards d'années, qui se sera achevé il y a 3 milliards d'années, qui est caractérisé par une intense activité volcanique. Et les témoignages qu'on a vis-à-vis de l'eau, c'est que l'eau était particulièrement acide. On a des structures éparses dues à l'eau, par exemple de gigantesques ici vallées d'inondations. Vous voyez, l'eau n'est plus présente sous forme pérenne. Souvent, il n'y en a pas. Et puis, quand il y en a, ça donne des épisodes catastrophiques. Ici, ces espèces de larmes qui ont sans doute été sculptées par un passage très violent d'eau. Quand je dis violent, c'est vraiment violent, ces inondations catastrophiques. J'avais lu que les débits auraient pu monter jusqu'à 10 millions de mètres cubes par seconde. C'est plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce qu'on a dans l'Amazone, par exemple, aujourd'hui. Donc, période caractérisée par du volcanisme, des inondations catastrophiques et des roches formées en milieu acide, sans doute beaucoup moins favorables à la vie. Et depuis 3 milliards d'années, l'Amazonien, sans doute pas grand-chose.
juste une oxydation lente de la surface qui donne cette couleur orangée. Une présence d'eau liquide, quand elle existe, par exemple sous l'effet d'un choc avec une grosse météorite, ça donne un peu d'eau liquide et puis hop, tout de suite, elle s'en va. Voilà, l'histoire de Mars. Et on termine sur cette diapositive. En ce moment même, vous avez plusieurs rovers qui gambadent gaiement à la surface de la planète rouge. Celui-ci, c'est Persévérance, qui arrive à se prendre en selfie. Les gens sont souvent choqués, ils disent « Mais comment est-ce qu'il peut se prendre en selfie alors que là, on ne voit pas là ?» Moi, c'est une reconstruction, bien sûr. Il se prend en photo un peu partout et puis on ajuste ça de telle sorte que ça fasse un selfie réaliste. Vous voyez celui-ci? Qu'est-ce que c'est? Un petit hélicoptère. Oui, le petit hélicoptère Ingenuity, qui était prévu pour 1 ou 2 vols, je ne sais plus, et qui en a fait 72, qui a parcouru plus de 10 km. Mais là, très récemment, après son 72e vol, il a pu réussir à décoller. On l'a Persévérance l'a photographié et a montré qu'en fait, vous avez une pale de son système qui s'est brisée. Donc un fantastique défi technologique qui a été brillamment relevé. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Merci pour votre attention. Qui veut commencer ? Merci pour votre exposé. Et qu'en est-il de l'eau sur la Lune? On n'a pas parlé parce que c'est notre satellite et il doit bien y avoir un peu d'eau quelque part. Ah oui, effectivement. L'eau sur la Lune, très bon débat qui est intimement lié à la politique. Et vous savez comment c'est parfois. Aux États-Unis, pour les... Ouf, je commence à fatiguer là. Pour obtenir de l'argent, en quelque sorte, certains se sentent obligés, pour faire plaisir à leurs fondateurs, ceux qui leur donnent de l'argent, parfois d'aller un peu loin. Donc combien de fois vous voyez dans les journaux, ça y est, c'est sûr, il y a de l'eau sur la Lune, il y a de l'eau sur Mars. Ben oui, mais il y a 2 mois, vous nous aviez déjà dit la même chose. Oui, bon, bref. Alors effectivement, il y a de l'eau sur la Lune. Elle peut être intimement mêlée à la surface, ce qu'on appelle le régolithe, cette espèce de poudre qui peut faire jusqu'à une dizaine de mètres d'épaisseur, qui est due au fait que la surface a été bombardée en permanence. Au niveau des quantités, c'est assez délicat de vous fournir une réponse comme ça, parce que même quand j'ai rédigé le livre, je pouvais avoir des articles qui entraient en contradiction les uns avec les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'eau sur la Lune, qu'elle est très certainement mélangée au régolithe et que ça ne va pas être évident d'aller la chercher. C'est-à-dire que ces projets de base lunaire doivent impérativement nécessiter la présence d'eau, et on nous a souvent vendu que c'est facile, il y a de l'eau sur la Lune. Extraire l'eau du régolithe, ça ne va pas être évident. Alors cette eau, d'où provient-elle? Sans doute pas de la formation de la planète. Je crois qu'il y a 2 canaux qui permettent de former l'eau sur la Lune. La première, comme sur les autres planètes dénuées d'atmosphère comme Mercure, vous avez l'arrivée en permanence de micrométéorites et de manière plus ponctuelle, plus sporadique, de comètes qui apportent de l'eau. Et en général, cette eau peut se concentrer au niveau des pôles. Là où vous avez toujours des conditions qui permettent la survie de cette eau. Vous avez un autre phénomène qui fait intervenir le vent solaire, des particules émises en permanence par le Soleil, qui vont interagir avec la surface de la Lune, dont les roches peuvent contenir de l'oxygène, et l'interaction entre ce vent solaire et l'oxygène va former de l'eau en quantité minime, qui va léviter, qui va se déposer. C'est assez dément comme phénomène. Donc il y a bien de l'eau sur la Lune. Les quantités ne sont sans doute pas affolantes. Voilà.
Oui, alors merci pour cet exposé brillant et très clair. J'avais 3 questions. Alors, je vais essayer de retenir toutes les questions que j'avais à vous poser, ce qui n'est pas simple à cette heure-là de la nuit. Première question concerne la mesure de l'eau dans les météorites, ou pas les météorites, non, mais enfin sur certaines planètes. On utilise un spectrogramme à neutrons. Donc, on parle de ralentisseurs qui serait l'eau, mais il n'y a pas d'autres ralentisseurs que l'eau. Et donc, du coup, des polluants, quelque part, une chose qui empêche de bien être sûr que c'est l'eau qui ralentit. Ça, c'est ma première question. Oui. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous les défile. Est-ce que vous les oublierez aussi, les deux autres? Pardon? Les oublierez-vous, les deux autres? Non, ça devrait aller, mais elles sont très différentes. Mais je vais vous laisser répondre. Allez-y. Alors, effectivement, je t'ai posé aussi cette question. On nous dit qu'il y a de l'eau, très bien, ou qu'il y a des roches qui contiennent le groupement hydroxyde, un peu difficile de faire la différence. D'autres ralentisseurs peuvent effectivement être là. Et donc pour remonter des données à la quantité d'eau, justement je lisais en ce moment une thèse qui a quelques années, donc, qui a été soutenue je crois à l'Observatoire à Toulouse, et dans cette thèse, eh bien on avait ça, exactement ça, à savoir d'abord la théorie sur la spectroscopie à neutrons, et ensuite comment faire pour être sûr de pouvoir remonter à la quantité d'eau. Parce que vous avez raison, il existe d'autres ralentisseurs. Donc il faut faire une modélisation la plus précise possible, avec les connaissances actuelles, sur le comportement de la matière, sur ce que peut être cette matière, est-ce qu'il n'y a pas d'autres... J'ai pas envie de m'engager, j'ai peur de dire des bêtises. Mais je sais que c'est un problème sur lequel on met le doigt et qui, d'après ce que j'ai compris, qui nécessite vraiment une modélisation extrêmement précise pour ne pas faire l'erreur justement de dire qu'il y a de l'eau alors qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a autre chose, quoi. Peut-être pouvoir établir des références différentes pour pouvoir faire ensuite des comparatifs qui permettent de savoir, comme en spectrographie, exactement quelle signature pourrait permettre de dire et d'affirmer que c'est de l'eau. En fait. Oui, parce que de mémoire, les autres ralentisseurs de l'eau sont des molécules ou des atomes qui sont présents à l'état, pas de traces, mais qui sont présents en quantité bien moindre que ce qu'on pense pour l'eau. D'accord. Voilà. Ma seconde question, donc je n'ai pas oublié, elle est un peu provocatrice. Elle concerne le trou noir. Oui. Comment peut-on être bien sûr que les trous noirs existent? Parce qu'il n'y a pas d'autre démonstration que mathématiques, enfin, avec les notions d'infini qui sont quand même pas complètement physiques à la base, c'est plutôt mathématique. Hein. C'est pour un mathématicien, c'est très bien, hein, les infinis, on s'en contente, mais pas pour un physicien. Donc, un trou noir contient des infinis, des singularités. Comment est-ce qu'on peut imaginer, être sûr, parce qu'on n'a pas véritablement démontré autrement que mathématiquement, que ça existe? Donc c'est un peu provocateur, hein, je suis conscient. Mais vous avez tout à fait raison, parce qu'une singularité est donc un point de l'espace-temps de densité infinie. Dès qu'on rencontre des infinis en physique, il y a anguille sous roche. Voilà. Cela signifie que la théorie, donc la relativité générale, là, a vraisemblablement atteint ses limites. Elle n'est peut-être pas complète, ou c'est peut-être une étoile à neutrons. Oui. En tout cas, comment on peut imaginer l'existence de tels monstres? Je vois deux axes. Premièrement, c'est d'observer le comportement des étoiles à proximité de cet astre dont la nature est inconnue. Je sais qu'au centre de la Voie lactée se cacherait, se tapillerait un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du Soleil. Comment on sait ça? On observe, mois après mois, le mouvement des étoiles autour du centre de la galaxie. Donc Sagittaire A étoile, de son petit nom. Donc vous voyez des étoiles vraiment qui se déplacent mois après mois. On en voit plusieurs. Et d'après la troisième loi de Kepler, qui a été raffinée par Newton, du mouvement des étoiles et de la distance à ce centre, on peut en déduire la masse à l'origine de ces mouvements.
et on trouve une masse de 4 millions de fois la masse du Soleil. Et quand vous regardez au télescope, les étoiles semblent ne tourner autour de rien. Donc, mettre un objet de 4 millions de fois la masse du Soleil dans ce qui semble être rien, à part un trou noir, on ne connaît pas. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, un objet dans lequel il y a des quantités infinies, voilà. La nature de ces objets doit... Enfin, je vais dire, ces objets existent, mais est-ce qu'on a vraiment réussi à les décrire? Je ne sais pas, moi je ne suis pas théoricien, je ne saurais pas... Moi je dirais que les objets existent sur le papier, oui, en théorie, parce qu'on fait des théories dessus. C'est pas dire qu'ils existent, c'est la science, ça. C'est après le principe de Popper, on n'est pas sûr qu'ils existent véritablement tant qu'on n'a pas démontré et confirmé leur observation absolue. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc on dit trou noir, mais on n'est absolument pas sûr. Ce n'est pas une déformation d'espace-temps, par exemple, particulière, ou une topologie d'espace-temps particulière. Mais bon, ça c'est un peu provocateur. Oui, après vous avez les ondes gravitationnelles, depuis 2015, où on arrive à décrypter ces ondes gravitationnelles qui nous disent que là, il y a, dans cette région du ciel, il y a 1 milliard d'années, on fusionnait un trou noir de 28 et 36 masses solaires. Oui, 36 masses solaires, oui, tout à fait. Alors j'ai une troisième question concernant, puis après je passerai la parole parce que je ne veux pas capter la parole. L'origine de l'eau sur Terre provient essentiellement des météorites, des comètes qui se sont écrasées sur la protoplanète qui était la Terre il y a 3,5 milliards d'années, je crois, ou 4 milliards d'années, je ne sais plus. Donc l'eau provient de l'espace en fait. Toute l'eau de la Terre est de l'eau spatiale ou pas? Enfin, c'est ça que je ne sais plus trop. Là aussi. Il n'y avait pas de l'eau avant initialement, au moment où ça s'est aggloméré, et puis ensuite un ajout d'eau. Là aussi, c'est une question d'une brûlante actualité. Effectivement, il y a encore quelques petites années, on pensait que la Terre s'était formée en deçà de la limite des glaces, et donc son contenu en eau devait être extrêmement faible. Et que toute l'eau qu'on voit maintenant à sa surface, dans ses entrailles, devait impérativement venir de l'espace. Aurait pu être apportée par des météorites, aurait pu être apportée par des comètes. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, j'en suis un peu moins sûr. Parce qu'on pense aussi, il y a eu certains articles qui faisaient état du fait que la Terre primitive, vraiment, le matériau à partir duquel elle s'est formée, contenait très certainement de quoi remplir 3 océans, je crois. Alors, 10, vous êtes à 10. Entre 1 et 10. Donc, c'est une question extrêmement délicate. Peut-être d'ailleurs, monsieur, en savez-vous plus que... D'accord. Il y a les deux théories et on ne sait pas donner la proportion entre l'eau qui vient de l'espace et celle qui vient de la Terre. Là, on est vraiment dans l'actualité de la recherche, alors. D'autres questions ou d'autres personnes qui souhaitent ajouter une petite couche? Auguste? Moi, j'ai découvert, je n'avais pas réalisé, que sur Terre, on avait de l'eau qui, sous forme de glace, avait un volume plus important que sous forme liquide. Et fin de compte, on a aussi la dilatation de l'océan qui fait que là, on a de l'eau qui est chaude et qui se dilate aussi. Donc, fin de compte, on a un corps qui, quand il est gelé, a un volume plus important et quand il chauffe, il a aussi un volume plus important. Ouais. Exactement. C'est une des propriétés très bizarres de l'eau. Ouais.